Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à l'auditorium de l'EJMA dans le cadre de la 5e édition des rencontres 7e art Lausanne. L'EJMA est donc partenaire des rencontres depuis le début et nous sommes vraiment très heureux de cette collaboration à laquelle nous sommes vraiment très attachés. L'EJMA a la chance d'accueillir cette semaine notamment 3 invités avec lesquels nous allons aborder la musique de film sous différents angles. Pour cette première rencontre, nous sommes très heureux de recevoir un musicien au parcours impressionnant, aussi divers que varié. Il est l'un des 2 membres fondateurs du groupe R, pionnier en matière de musique électronique en France. Il a également une très belle carrière solo à son actif. Je vous demande de bien vouloir applaudir chaleureusement Monsieur Jean-Benoît Dinkel. Merci beaucoup. Alors, Jean-Benoît Dinkel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, comme je dis, tu as un parcours musical vraiment impressionnant, notamment avec le groupe R, mais aussi en solo. Or, ici, on est dans un événement qui célèbre le 7e art. Donc, j'aurais une première question à te poser, c'est comment es-tu arrivé à la musique de film ? Eh bien, dès le départ, j'ai eu c'est un coup de chance. Parce qu'on était quasiment en tournée avec R à Los Angeles et on a, via notre batteur, été introduit aux gens de l'entourage de Sofia Coppola qui connaissaient notre disque, Moon Safari. Et il se trouvait que en fait, le designer de la pochette de Moon Safari partageait un bureau avec Roman Coppola, qui s'appelait d'ailleurs le Director's Bureau. Et c'était un bureau de design, de graphisme, de cinéma aussi. Et donc du coup, Sofia avait bien aimé notre disque et elle devait faire son premier film. Je pense qu'elle avait beaucoup de pression sur ses épaules à ce moment-là, donc elle voulait trouver un groupe, pas de son entourage, pas de Los Angeles, un groupe différent, peut-être européen. Et puis voilà, elle nous a demandé de faire la musique et nous, c'était notre première musique de film, on ne savait pas comment faire ça, en fait, parce que on avait fait juste des chansons et de la pop, quelque part. Et donc, du coup, on s'est dit... avec le groupe, c'était compliqué parce que c'était un peu l'explosion totale. On faisait plein d'interviews, on voyageait beaucoup, c'était un peu n'importe nawak. On était quasiment en état de choc, d'avoir notre vie un peu bouleversée par les événements. Et donc, on savait qu'on ne pouvait pas se concentrer comme ça et faire vraiment de la musique de film à proprement parler avec un orchestre. Et de vraiment se poser. Donc on s'est dit, dans le temps qu'on a, on va faire un album autour du film. Donc on a fait des morceaux de musique interprétés en visionnant les scènes. Mais on ne s'est pas soucié en fait, d'éditer la musique par rapport au film. On a laissé ça à Sofia. En gros, on lui a balancé genre 13 morceaux. Il y en a, je crois qu'à l'image, elle en a retenu peut-être 4. Et sur les 13, on en a mis 10 dans un disque qui est devenu le disque iconique de Virgin Suicide. Donc voilà, c'était ma première expérience, mais c'était pas vraiment exactement la musique de film à l'image proprement parlé, quoi. Mais en tous les cas, c'était génial, c'était une aventure incroyable de découvrir Los Angeles. On avait des étoiles dans les yeux. On découvrait les studios de LA, des nouveaux musiciens aussi. On a aussi connu les musiciens de Beck qui ont joué plus tard avec nous, de l'artiste Beck en fait. Et donc c'était une aventure fantastique. Ouais. Parce que donc, alors, tu parles de Virgin Suicide qui, sauf erreur, est diffusé ce soir, 19h30. Hein. Ouais. Donc, Sofia Coppola, elle a flashé sur votre musique. Elle voulait, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, elle voulait carrément reprendre Moon Safari pour la bande son, ou bien c'est... Non, elle voulait une musique spécifique. Spécifique, ouais. Ok. Mais je pense qu'elle était... elle nous a vraiment fait confiance, quoi. D'accord. Et puis, en fait, Sofia, comme n'importe quel réalisateur, est entourée de ses amis, de son équipe. Et son frère, en fait, il y a un rapport très fort entre elle et son frère. En fait, Roman prend la caméra énormément. Et quand il y a un film de Sofia Coppola qui sort, Roman Coppola est vraiment très très proche, il est très, très intervenant. Donc du coup, voilà, elle avait besoin de se sentir comme ça, épaulée par des gens de confiance. Et puis
Elle était mariée avec Spike Jonze à ce moment-là, je crois. Donc il y avait tous ces artistes qui gravitaient autour. Et je ne sais pas si c'était peut-être l'époque qui voulait ça, mais il y avait une volonté de casser avec les films ou la musique précédente. C'est-à-dire qu'elle voulait quelque chose de vraiment nouveau. Elle voyait dans un style du futur, voilà, qui aussi puisait aussi un petit peu dans les musiques du passé, mais en même temps en étant un peu dans la musique électronique, dans l'innovation. Et donc du coup, elle voulait vraiment ça parce que je pense que, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Virgin Suicide, à la base, c'est un roman. C'est un roman de Jeffrey Eugènide. Et elle avait adoré ce best-seller. Et donc elle nous a donné ce roman à lire. Moi, j'ai tenu à peu près 15 pages, je crois. Donc, parce que c'est vraiment écrit un peu en argot américain. Enfin, à l'époque, je parlais vraiment pas très bien anglais. Voilà, et donc c'est toujours le cas, mais bon, sauf que j'arrive un peu à le masquer un peu plus. Et en fait, le livre est très trash. Il s'agit de sexe, de drogue, de malaise adolescent. En fait, les filles dans le film sont carrément séquestrées par leurs parents. Donc du coup, c'est ultra trash. Et les scènes qu'elle nous a montrées aussi étaient parfois, il était question de suicide. De privation de liberté. Et en fait, en gros, le thème de Virgin Suicide aussi, c'est le fait que ces adolescentes soient hyper frustrées et déconvenues par la vie. Elles découvrent en fait les désagréments de l'amour, il y a des histoires de drogue et tout. Et puis, en fait, au fur et à mesure du montage du film, elle a un petit peu, comment dire, dans les dernières semaines, tout tourné et tout coupé pour faire quelque chose d'un petit peu plus hollywoodien, de plus, comment dire, adolescent, de plus amoureux, de recentrer l'histoire sur l'histoire d'amour entre Lux et puis il s'appelle Fontaine, en fait, cet adolescent. Et donc voilà, et notre musique aussi est passée un petit peu à la moulinette hollywoodienne, c'est-à-dire que toute la musique trash qu'on avait faite, qui était hyper un petit peu avant-gardiste, spéciale, arty, dark, a été un petit peu coupée aussi. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est pas toi, vous n'avez pas eu votre mot à dire. Non, mais tant mieux, parce qu'on savait que si on allait dire un mot, ça allait compliquer les choses. Donc, donc parfois, d'ailleurs, ça, on peut en parler aussi de fait de pas, quand tu es musicien et que tu fais de la musique de film, il faut prendre ça aussi comme un travail. C'est rassurant de cadrer cette activité dans le mot travail, c'est-à-dire tu as une mission avec un début et une fin qui est en fait de rendre une musique et les choix, quelque part, c'est aussi le choix du cinéma, c'est le choix des images, le choix du réal. Et nous, on est juste des gens inspirés, voilà, qui influent le film, mais il ne faut pas se braquer, surtout, sur le fait d'avoir des musiques retenues ou pas. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, tu vas être rapidement très déçu des choix des autres. Il faut juste, en fait, proposer que des bonnes choses pour qu'à la fin, des bonnes choses coupées en petits morceaux donnent aussi des bonnes choses. Ouais. Et puis donc du coup, ça c'est ton entrée dans le monde de la musique de film avec R. Oui. Puis alors après, du coup, ça t'a donné le feu pour faire ça? Il y a quelque chose qui s'est allumé en toi ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non, le feu s'est allumé quand j'étais tout petit. Ouais. Pour les musiques de film? Enfin, pour la musique en général. Ouais. Donc tu dissocies pas vraiment musique de film? Si, l'activité n'est pas la même parce que quand tu fais de la musique de film, voilà, il y a un cadre. Quand tu fais de la musique pour toi-même et pour sortir un album, le cadre explose en fait. C'est-à-dire que en plus, dans un album solo, par exemple, ou l'album d'un groupe, tu mets ta personnalité, tu mets ton image, tu revendiques un esprit, même voire un art de vivre. Ouais. Jusqu'au style de tes baskets et jusqu'à tous tes messages dans les interviews, en fait, tu revendiques quelque chose qui est toi ou qui est même parfois toi dans le mouvement artistique auquel tu appartiens. Et je pense qu'à l'époque, en 2000, on faisait partie d'une espèce de groupe de gens ou de groupe d'artistes ou un nouveau courant de musique peut-être. J'espère que c'est pas trop prétentieux de dire ça, mais enfin, on était emmenés par un nouveau aussi collectif d'artistes qui étaient même extra musicaux. Il y avait des graphistes, il y avait des gens du cinéma, c'était un ensemble de choses. Mais mais oui, donc je distingue la musique du film dans le sens où ce que je disais tout à l'heure, tu as une mission et tu fais partie
En fait, la musique de film, c'est du cinéma, quoi, essentiellement. Quoi. On reste dans un ensemble de gens de cinéma qui prennent des décisions par rapport à l'image. Et la musique est juste un catalyseur pour amplifier ou commenter en fait, différemment ou orienter l'émotion du film. Ouais. Puis donc, ça c'est le début de ta collaboration, enfin de votre collaboration avec Sofia Coppola, puis il y a eu une suite à ça. Vous avez continué un peu. Sauf qu'en fait, elle s'est dirigée plutôt pour des synchros, c'est-à-dire qu'elle a pris beaucoup d'autres musiques préexistantes qu'elle a placées dans ses films. Et elle a incorporé quelques morceaux d'autres gens, d'autres artistes, notamment les Phoenix, parce que du coup le chanteur de Playground Love, qui était le single de Virgin Suicide, on les a un peu présentés ensemble, et ils se sont tombés amoureux, tout ça. Donc du coup, les Phoenix ont fait un peu des BO après, mais nous on a fait un morceau par film, quoi, en gros. Bon après, bien placé le morceau, hein, vraiment, un bon moment, tout ça, gros morceau. Mais ce qui est super, et donc du coup, voilà, on a fait sur Lost in Translation et Marie-Antoinette, on a fait de la musique aussi un peu pour elle. D'accord. Et puis ensuite, vous avez aussi mis en musique le film de Méliès, c'est ça, le voyage imaginaire. Ça, c'est un plan incroyable parce que il s'est trouvé que un jour, une cinémathèque en Espagne a retrouvé un film, une copie d'un film de Georges Méliès qui s'appelle Le Voyage dans la Lune, qui est le fameux film avec la fusée qui arrive dans l'œil de la Lune. Et en fait, il y a une société qui s'appelle Lobster en France qui est spécialisée dans les vieux films, qui a décidé en fait de reproduire et de faire le film en couleur, parce que c'était une version couleur, recolorisée donc. Et avec un partenariat avec Technicolor, ils ont en fait, durant 3 ans, en fait, il y a un technicien qui a baigné le film dans un espèce de contenant avec des produits chimiques et qui en fait tous les jours décollait 2 ou 3 images et il photographiait ces images en couleur, tac tac, et puis voilà, ils l'ont digitalisé. Et avec les techniques de Technicolor, il manquait une partie en couleur, donc ils ont intégré les images en noir et blanc mais qu'ils ont recolorisé en fonction des couleurs précédentes du film qu'ils avaient analysé. Donc du coup le film a été présenté à Cannes en avant-première et on nous a proposé de faire la musique de ça. Parce que le film est muet à la base. Et à l'origine, les gens proposaient le film dans des fêtes foraines. Et il y avait un pianiste qui jouait derrière le film, il n'y avait pas de son. Et donc du coup, il n'y a pas de musique qui est attachée au film. Donc nous, on a fait cette version du film colorisé qui a été présentée à Cannes en avant-première. Et c'était et donc on a sorti un album autour du Voyage dans la Lune avec la couverture du Voyage dans la Lune. Et voilà, c'était une aventure aussi assez cinématique qui était incroyable. Mais vous aviez donc un peu une carte blanche là. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Ouais. Puis quand justement tu utilises le terme cinématique, on peut quand même aussi, est-ce qu'on peut qualifier la musique de R de manière générale assez cinématique ou pas? Oui, tu as le droit de le faire. J'ai le droit, ça va. Ouais. Oui, dans R, il y a beaucoup de musique instrumentale. Ouais. Il y a la musique assez planante, un peu peut-être légère, parce que la musique de film, c'est la musique légère. C'est-à-dire qu'elle supporte l'image. Elle n'est pas trop criante et agressive pour vivre par elle-même, peut-être. Et c'est justement cette abstraction et cette absence de densité, cette absence d'information qui fait que la musique respire, qui est agréable à écouter et qui fait voyager davantage. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que notre musique, se colle bien avec les images en général. D'ailleurs, il y a la série Euphoria là, qui a pris un de nos morceaux. Donc c'est super, donc ça continue. C'est génial. Hein. Ouais. Justement, tu parles d'images, on en discutait tout à l'heure. C'est vrai que quand tu es musicien et que tu composes pour un album, tu n'as pas forcément... Peut-être que des personnes vont avoir des processus de composition en voyant des images, mais quand tu travailles pour un film, tu vois des images. Donc, toi, ton rapport avec l'image, c'est quoi? Est-ce que c'est... Avec le temps, tu t'entraînes à entendre le film et à voir la musique. Tu vois. Donc, c'est une espèce de déformation professionnelle. D'ailleurs, parfois, c'est gênant. Enfin, quand je regarde un film, j'écoute la musique à fond. Et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose
qu'on acquiert avec l'expérience, à force de le faire, c'est que on analyse la musique avec le mouvement de l'image et on essaye de déterminer pourquoi ça va aller et pourquoi ça ne va pas aller. Généralement, d'ailleurs, souvent ça ne va pas en fait la musique avec l'image, mais il faut trouver l'angle qui fait que ça va respirer et que ça va apporter quelque chose au film. En plus, quand on fait de la musique à l'image aussi, il faut connaître le film dans son ensemble parce que le scénario a une direction, souvent. Il y a un début, il y a une fin, il y a une action. Et souvent, la musique, elle commente, c'est comme un acteur invisible, elle commente en fait, c'est un peu la voix off, parfois, de l'action générale du film ou d'un des acteurs. Donc, si tu orientes quelque chose, ce film dans quelque chose qui ne convient pas et qui est hors scénario, ça va gêner en fait, à long terme dans le film. Donc, du coup, il faut incorporer tout ça, il faut vraiment comprendre le nerf de l'histoire et le dessous de l'histoire, notamment le style que le réal veut aborder et ce qu'il veut éviter aussi. Parce que parfois, le réalisateur me dit non, moi je veux surtout pas ça, je veux surtout pas ce genre de film ou ce genre de musique. Voilà, il a souvent des musiques de référence en tête ou alors des musiques de référence à éviter, absolument. Donc voilà, il faut tenir compte de tout ça pour adapter la musique qui va convenir à l'image. Et en plus, là je pensais à ça ce matin, en fait, dans les films que je fais, c'est souvent, c'est jamais tranché, c'est-à-dire que c'est souvent des films d'auteur, et il n'y a pas par exemple une action genre où il faut de la musique ultra dark, qui fait vraiment peur, ou alors, non, la musique ultra romantique, vraiment ultra légère, ou alors, en fait, moi c'est toujours en demi-teinte. C'est-à-dire que on me demande toujours, oui, alors là, c'est un moment plutôt dark, mais pas trop quand même, parce que sinon, ça va pas aller. Mais en même temps, il faut qu'on comprenne qu'il y a de l'amour derrière, il faut que ce soit mélancolique en même temps, mais alors surtout pas trop happy, tout ça. Donc, il y a des dosages en fait d'émotions, parfois très fins à faire, et c'est ce qui me pose souvent le problème, parce que avoir des idées musicales, c'est une chose, mais que ce soit dans le bon ton, là, c'est comme un parfum, quoi. En fait, voilà, il y a plein de saveurs dedans. Et moi, c'est souvent un truc composé, quoi, un truc composite. Donc, c'est la difficulté que je rencontre, quoi, c'est d'être juste. Et ça, c'est difficile à faire et ça demande un peu de connaissances et aussi essayer beaucoup de choses, ne pas avoir peur d'essayer et de rater, souvent. Et être patient. Ouais, être patient, ouais. Parce qu'on avait reçu il y a 3 ans, sauf erreur, Vincent, tu me corriges si je me trompe, Nathaniel Mechali, ici, très bon compositeur de musique de film également, qui nous disait qu'il y avait 2 façons aussi de faire des fois. C'est que soit tu avais le film monté entièrement, puis on te laissait faire la musique par-dessus, soit tu collaborais en tant que compositeur dès le départ. Toi, est-ce que tu as déjà connu les 2 situations ou bien Ouais, j'ai connu les 2 situations. Alors généralement, en fait, plus on t'appelle tôt, plus ça va bien se passer parce que du coup, on te veut toi. Ouais. Mais par contre, si on te propose un film qui est déjà monté, ça sous-entend le fait qu'il y a déjà un compositeur, parfois 2, qui sont passés avant toi. Donc, tu sais qu'en fait, soit la prod ou le réal ne sont pas d'accord, qu'il y a une embrouille quelque part. Donc, du coup, que leur avis est très volatile et que, en plus, si on te demande une démo, là, ça veut dire, bon, écoute, on ne sait pas ce qu'on veut, mais au cas où, par hasard, ce que tu ferais conviendrait, mais c'est pas sûr du tout, vas-y, lance-toi, fais-nous 2-3 morceaux, et puis on va décider après. Donc, plus c'est en retard, et plus c'est chaud, quoi, en fait. Voilà. C'est rare qu'on te dise, le film est complètement monté, c'est fini, il te traite à 2 semaines, et on veut toi, et tu as 2 semaines à fond pour faire la musique, et qui est un cas de figure génial d'ailleurs parce que le montage est fait, donc du coup ta musique ne va pas être forcément rééditée, tu peux l'éditer toi-même à l'image. Et voilà, et par exemple, pour François Ozon, par exemple, pour été 85, le film n'était même pas tourné. Donc du coup, là je me suis lancé parce que j'adore François Ozon et je voulais vraiment que ça se passe. Donc il m'a demandé de faire de la musique et là j'ai carrément enregistré des violons, des vrais violons. J'ai payé moi-même et tout, sans budget. Et j'ai pris ce risque énorme. Et je l'ai fait, et en fait, il a aimé. Donc, du coup, je l'ai vraiment fait à la lecture du scénario.
Et c'est ce qu'il y a de mieux parce que du coup, tu es dans l'inspiration totale. Il n'y a pas de timing, de séquence, tu vois, à l'image. Il n'y a pas le cadrage en fait du film. Il n'y a pas tout ce que en fait le film influe comme information. C'est vraiment toi qui, à la lecture du scénario, qui imagine ton propre film et qui en fait délivre quelque chose de personnel. Et donc du coup, quand tu tapes dans le mille, c'est génial parce que du coup, tu te sens vraiment hyper en confiance. Et c'est beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, c'est pas bien passé. Parce qu'on m'a toujours dit oh là là, François Ozon, il est ultra dur, il est ultra perfectionniste. Parfois, il s'énerve sur le plateau. T'as intérêt à te concentrer et tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Avec lui, c'était extrêmement bien passé, ultra fluide. Et voilà, et surtout avec sa monteuse. Parce que les monteurs, en fait, sont souvent les agents secrets, les hommes de l'ombre ou les femmes de l'ombre du cinéma, quoi. Et c'est eux qui, en fait, en premier, synchronisent la musique avec l'image et qui montent le film et qui proposent la musique au réalisateur. Donc, c'est eux qui ont le premier réflexe, c'est les premières informations. Donc, c'est souvent, avec eux, en fait, que tu travailles. Ces premières choses, souvent, elles marquent leur empreinte assez fortement. Hein. L'importance du montage dans un film, c'est colossal, quoi. On parle de musique, de film, on parle de différents films, mais en fait, pour arriver jusqu'à là, si on remonte un tout petit peu dans le temps, quels sont les outils que toi, tu as acquis dans ton parcours musical pour arriver à réussir finalement à composer des musiques de films? Ton parcours, est-ce que tu as fait des études particulières? Comment tu t'es formé? Moi, j'ai commencé le piano très tôt, quand j'étais petit. J'ai eu la chance de rencontrer mon maître. Enfin, c'était une femme, hein, mais ma maîtresse. Mais si je dis ma maîtresse, ça va faire bizarre. Quand j'étais très petit, j'ai une femme à Versailles qui m'a prise sous son aile et qui m'a donc appris le piano et l'amour de la musique, qui m'a appris à faire chanter mes doigts, comme elle disait. Et puis après, je suis allé au conservatoire à Versailles. Là, c'était un enseignement beaucoup plus difficile parce que j'avais un prof qui était pas, on va dire, qui était vraiment sans pitié. Donc du coup, j'avais un enseignement sans pitié, très dur, et un enseignement plutôt d'amour à côté. Et donc c'est grâce à cet enseignement vraiment ultra doux, ultra, compréhensif, et qui était vraiment ultra pianistique et musical, qui m'a formé en fait à découvrir la musique classique et aussi à improviser. Parce que j'improvisais en fait très tôt, mais j'avais pas trop le droit, quoi. Enfin, je n'osais pas improviser devant un prof, surtout. Enfin, genre improviser devant un prof de conservatoire, c'était sacrilège, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas d'école de jazz au conservatoire encore, quoi. C'était peut-être le début, mais à Paris, quoi, pas à Versailles. Donc voilà, j'ai improvisé en secret pendant des années. J'ai improvisé pour mes voisins pendant des années. Et puis voilà, parce que en fait, la base, c'est de juste se laisser aller. Et que la musique coule en toi et d'avoir des idées et d'enregistrer des choses naturellement, quoi. C'est ça la base, quoi. Donc ça t'aide en fait au processus de création. Pour la composition, tu improvises, tu te laisses aller et puis tu... Ma méthode, c'est que sur mon portable, j'ai un dictaphone et je fais du piano et en fait, je pense très fort au film. Et là, il y a des choses qui se passent, il y a des mélodies qui arrivent, je les enregistre, ou des accords, ou des transitions d'accords, ou des silences parfois, ou des rythmes. Et donc du coup, je les enregistre avec mon iPhone et puis... quand c'est le moment d'enregistrer, je réécoute. Et puis là, en fait, j'essaye d'imaginer une production par rapport aux notes et aux accords. Je me dis là, le tempo, si je baisse, tout ça, ou même parfois si je mélange ce morceau avec ce morceau-là, on va obtenir ça. Et donc du coup, la mélodie, je me dis, voilà, ça c'est la mélodie d'une flûte, ou c'est la mélodie de, je sais pas, d'un piano ou quoi que ce soit. Et donc voilà, mais en fait, je pars jamais de rien, enfin de moins en moins de rien. Parce que là, c'est l'angoisse de se dire, d'essayer un truc et ça marche pas, et on perd du temps. Donc je préfère en fait me lancer dans quelque chose d'écrit, quitte à après refaire avec autre chose, mais voilà. Ça c'est parce que je suis
c'est parce que j'ai envie de gagner du temps. Ouais. Sinon, je me lance dans des morceaux incertains. Et là, ben voilà, généralement, tu veux travailler 5 heures pour voilà, rien en fait. Donc, Puis donc, tu as fait du piano. Est-ce que tu as étudié d'autres choses, l'harmonie, l'arrangement en particulier, ou tu es allé plus à ce niveau-là, plus en autodidacte? ben, au conservatoire, il y avait du solfège, donc j'ai fait du solfège. Après, j'ai fait 2 ans d'écriture au conservatoire avec une prof d'écriture. Mais c'était intéressant, hein, mais c'était pas vraiment à un très haut niveau. Donc du coup, voilà, j'ai pas du tout, j'ai pas une connaissance en fait ultra précise en fait d'analyse musicale, c'est-à-dire voilà d'être un spécialiste en fait des fugues de Bach et de en fait d'admirer la progression en fait du contrepoint et de connaître le contrepoint sur le bout des doigts. Mais par contre, en fait, j'entraîne mon oreille. Je pense que tous les musiciens font ça. C'est un peu une gymnastique réflexe, c'est-à-dire de jamais laisser son oreille en paix, c'est-à-dire de toujours écouter et d'analyser la musique et de reconnaître les accords et voilà, par exemple, quand j'entends un morceau, je me dis toujours, alors voilà, donc là, fa mineur, donc sixte, voilà, donc en fait, il va changer à la quinte, donc voilà, on aurait en si bémol. Mais en fait, la mélodie première, elle fait ça. Alors j'entends la ligne de basse en fait qui fait cette note-là. Donc pour comment ça correspond, ah ouais, il a trouvé ça et tout. Et moi, je pense que tous les musiciens font ça. On a toujours cette déformation professionnelle de tout écouter, mais que ce soit un morceau de Nirvana ou un morceau de Tchaïkovski, en fait, il faut écouter à fond de la même manière, quoi. C'est ça. Mais du coup, donc, on sent vraiment un doux mélange entre l'apprentissage concret d'un instrument ou de solfège, et puis après le côté vraiment du développement de ton oreille, ce qui te permet à toi, en fait, au final, c'est ton oreille qui va décider. Ça aura beau être faux, entre guillemets, sur le papier, dans un manuel de théorie, c'est ton oreille qui va décider. Ouais, enfin, c'est souvent l'oreille, mais aussi le cœur aussi. Ouais. C'est-à-dire que, ça, je crois que c'est Miles Davis qui en parlait et j'ai trouvé ça vachement beau, en fait, comme concept. En fait, lui disait quand on jouait de la musique, il y avait trois moteurs ou 3 pôles, on va dire. Et si un des moteurs manque, ça va pas. Et les 3 moteurs, en fait, je crois qu'il appelle ça les 3 H. C'est le cœur, le heart, hands, les mains, et head, la tête. Donc head, ça va être en fait la partition, tout le côté intellectuel de la musique, genre resituer la musique par rapport aux autres compositeurs, savoir si l'écriture est bien, si le tempo est bien, si voilà, le rythme, est-ce que c'est en place, quoi que ce soit, les notes, enfin l'arrangement de la chose, quoi, le côté intellect de la musique. Le cœur, ça va être l'émotion, parce que si tu joues plat, sans émotion, sans crescendo, sans sentiment, sans âme, hein, c'est pénible à écouter. Et puis hands, en fait, ça va être tout le côté technique, c'est le côté sportif du truc, parce que c'est quand même une sorte de sport, quoi. Genre, il faut des muscles, il faut des nerfs, il faut des réflexes, il faut sentir, il faut être dans le rapport avec l'instrument, donc il faut travailler les 3, je pense. Ah ouais, c'est génial. Je ne connaissais pas celle-là, je vais la retenir. Et puis, je ne sais pas si dans le public, il y a des futurs, des apprentis étudiants en musique de film, mais en tout cas, si on part un tout petit peu, on fait une petite digression dans l'aspect plus technique, toi, tu travailles avec quel genre de matériel pour composer? Est-ce que tu es à écrire tes partitions sur le papier puis à les faire jouer par un orchestre, ou est-ce que tu vas utiliser un ordinateur? Quel logiciel, enfin? Non, je ne suis pas encore au stade de la partition. Et, je crois que c'est Ennio Morricone qui fait ça, genre il n'a même pas de piano chez lui, il écrit comme ça à l'oreille. C'est génial, c'est l'étape ultime. Mais d'ailleurs, en fait, les musiciens font un peu pareil, mais avec les logiciels, c'est-à-dire qu'avec le MIDI. Enfin, je sais que par exemple, je connais un ami qui s'appelle Mathieu Lambolet qui fait de la musique de film aussi, et qui fait essentiellement de la musique, mais pour orchestre, et notamment pour les violons. Et en fait, il le fait sur un logiciel et il joue en fait en MIDI et puis il arrange en fait directement avec le MIDI. Enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît ce qu'est le système MIDI, mais en gros, c'est un système de notation électronique d'ordinateur.
Et du coup, en fait, finalement, c'est une partition, c'est une sorte de partition aussi, quelque part. Parce qu'en fait, on peut retoucher les notes, on peut ralentir le tempo, on peut effacer des parties, rajouter des notes, tout ça. Donc en fait, c'est aussi une sorte d'écriture sur partition. Mhm. Mais sinon, le logiciel que tout le monde a, c'est Pro Tools, parce que c'est un logiciel audio qui permet d'enregistrer à la fois du Pro Tools, d'avoir des plugins, et puis aussi c'est un magnétophone. Mais sinon, quand les gens restent proprement dit dans le MIDI, c'est-à-dire avec des instruments virtuels, c'est plutôt Logic Pro. Ouais. Mais toi, tu me parlais que tu fais partie des compositeurs pour les musiques de films qui utilisent beaucoup d'instruments joués. Parce que c'est vrai qu'il existe toutes sortes de plugins, on va pas faire l'apologie des différentes marques, on peut tout trouver en instruments virtuels justement. Mais toi, tu es dans les instruments présentiels, les vrais. Ouais, essentiellement. Mais parfois, j'utilise des faux sons de violon, notamment pour des raisons économiques. Mais d'ailleurs, en fait, je retarde le moment de les mettre dans la musique parce que je me dis, comme c'est des faux violons, ça va s'entendre et tout. Donc, du coup, j'essaie de les traiter, de les détourner, des filtrer ou des transformer. Mais ouais, sinon, oui, parce que quand on joue des vrais instruments ou de l'acoustique, il y a une sensibilité forcément. Vu que c'est joué au doigt, il y a sa vie, c'est plein de vie. Et ce que je reproche parfois aux plugins, c'est que ça peut donner quelque chose de très froid et de pas senti. Après, il y a une manière aussi, il y a des gens qui ont du talent pour jouer des plugins, c'est en fait intervenir dessus pour filtrer ou les faire vivre. Et c'est une sorte de talent. Et moi, j'essaie de développer ça, mais j'ai pas encore... il y a des gens qui le font très bien aussi. Ouais, c'est vrai que du moment que tu rentres dans cette logique d'instruments virtuels ou de plugins, tu es obligé de te tenir au courant H24 parce que ça évolue tellement vite. Ouais, c'est de l'armement, c'est vrai. C'est ça, ouais. Voilà. C'est vraiment la course à l'armement. Mais c'est intéressant, par exemple, il y a des vidéos de Hans Zimmer, tu vois, tu le vois, par exemple, qui joue une nappe de faux violon ou de faux corps. Et puis en fait, il a développé une espèce de... Sur la droite, il y a un petit filtre, tout ça. Donc en fait, il fait vivre le truc avec le pitch. Et en fait, c'est quelque chose qu'il a vraiment développé personnellement. Ça fait vraiment partie de son son. On entend par exemple dans le film Dune, il y a des espèces de grosses envolées de cuivre massif qui sonnent énormes. Et puis en fait, le pitch en fait évolue. Et c'est filtré aussi. Donc ça donne une espèce de son à la fois d'orchestre énorme, ultra fat, quoi. Et puis en même temps, sa vie derrière, et c'est formidable ça. C'est des nouvelles techniques de manipulation d'instruments virtuels via l'ordinateur, mais en produisant et en donnant quelque chose de très personnel. Et je pense que ça va se développer, c'est le futur, quoi. L'interaction entre le musicien et les instruments de la machine. Tu mentionnes Hans Zimmer, qui donc est un des tout grands compositeurs à l'heure actuelle. Hans Zimmer, des gens comme Hans Zimmer ou John Williams travaillent avec toute une équipe en dessous d'eux, des arrangeurs, etc. Est-ce que toi, tu fais appel aussi à d'autres personnes pour arranger, par exemple, certaines choses, ou tu fais tout toi-même de A à Z? Non, moi je suis resté au stade artisanal du truc. Et moi j'ai un ingénieur du son qui me soulage dans bien de manipulations compliquées d'ordi et compagnie, et d'édits de films. Mais sinon, c'est tout. J'en suis pas à ce stade, en fait. Je crois que j'adorerais, en fait, faire la musique d'un grand film hollywoodien et d'avoir un budget énorme pour faire des orchestres. Donc là, je m'entourerais notamment d'arrangeurs ou de conducteurs d'orchestre pour me soulager, mais j'ai pas atteint ce stade. J'espère un jour pouvoir collaborer avec des gens comme ça. Alors tu me tends la perche pour arriver sur un sujet qui m'est cher à moi en tant que directeur d'une école de musique. Il y a probablement à l'EJMA ou alors à la Haute École de Musique des gens qui se destinent à devenir des futurs musiciens professionnels et des compositeurs de musique de film. Comment ça se passe? Parce que là tu dis que tu rêverais de pouvoir composer pour un énorme film avec un gros budget. Quand tu sors d'une école, ou pas, mais quand tu es jeune musicien, quelle est la réalité du terrain par rapport aux musiques de film? La réalité est assez dark. Donc je ne sais pas si... Non, mais il faut oser dire les choses comme elles sont. Ah oui. Non, mais c'est-à-dire qu'on est un peu livré à soi-même.
Donc du coup, il faut être indépendant et il faut, évidemment, c'est une question aussi de relationnel. Malheureusement, le relationnel est tellement important. Enfin, moi, la chance que j'ai eue de faire de la musique de film, c'est grâce aux autres. Ouais. C'est parce que quelqu'un m'a présenté quelqu'un d'autre. Et puis ça s'est fait comme ça. Et donc le côté relationnel est extrêmement important. Et c'est horrible justement de cultiver en fait c'est des relations et des gens dans l'intérêt de pouvoir un jour faire de la musique de film, parce que c'est un peu artificiel. Et moi je déteste ça. D'ailleurs, je fais partie des artistes qui sont un petit peu autistes sur les bords. Et donc du coup, je suis pas du tout comme ça. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis pas encore à Hollywood. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais d'un autre côté aussi, quand on a vraiment une patte sonore bien à soi, quand on est doué pour quelque chose, en fait, voilà, ça se voit, ça s'entend, et les gens le remarquent. Donc du coup, on peut trouver, enfin, voilà, des artistes le remarquent et peuvent faire appel à toi. Donc il faut tenir bon et faire des choses, je pense. Après, techniquement, dans le métier, évidemment, il y a l'intermédiaire, c'est l'agent artistique, donc l'agent de musique de film. Donc c'est une personne qui a plusieurs compositeurs à son actif et qui est censée mettre en relation l'artiste avec la prod ou le réal en question. Donc c'est la personne clé. Donc le but du jeu, en fait, c'est de trouver un agent le plus vite possible. Parce que l'agent, en fait, il va sortir en soirée et rencontrer des gens, et puis il va entendre parler de tel film où il y a une urgence, par exemple, sur un court-métrage, et il n'y a plus de musique, donc il faut trouver un nouveau musicien rapidement. Et là, c'est à ce moment-là qu'il peut se dire, tiens, lui, il est quand même original, et donc je vais les mettre en relation. Donc ça, c'est la clé numéro 1. Mais après, l'agent va te dire, mais moi je suis hyper booké, j'ai plein de musiciens, donc j'ai pas la place pour toi. Donc tu vois. Donc, mais ça, il faut pas s'en tenir à ça. Il faut continuer et puis faire des choses, et à un moment, ça se débloque. Mais alors moi je le sais parce que j'ai pu en parler avec toi auparavant, mais ce que les gens doivent savoir, c'est que c'est énormément de travail. C'est que tu travailles énormément ta musique, et que c'est grâce à ça que tu es arrivé là où tu en es. T'as pas claqué des doigts, genre j'ai fait une école, je suis sorti de là, et puis maintenant le téléphone sonne, et puis j'ai plein de contrats. Donc c'est vrai qu'il y a une notion aussi de travail, de volonté, puis de patience pour arriver à ça. Mais on est d'accord, enfin, la réponse était dans la question que je te posais. C'est quand même difficile d'atteindre des objectifs qui te permettent de vivre de ça, mais c'est pas impossible. Et comme tu le disais aussi, si tu as du talent et que tu te débrouilles pour t'exposer, on va t'entendre aussi. Oui, mais c'est vrai que une fois j'avais dit un truc très bizarre à la télévision. Je crois que on m'avait remis un prix. Je crois que c'était au Victoire de la musique. Ouais. Et j'avais dit en fait un truc un peu qui sortait de nulle part. J'avais dit la musique est un combat, nous sommes des gladiateurs. C'est bien. Et en fait, je voulais dire qu'on est des gladiateurs dans le sens où on est tous, on nous fait combattre tous dans la même arène. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'on te donne cette musique de film, mais si jamais, au moindre problème, si tu fais pas le contrat, genre il y en a 10 derrière là, qui sont ultra motivés, parfois qui ont plein d'idées aussi, qui vont très vite, et même parfois des petits jeunes bien smart qui t'attendent au détour du virage. Donc voilà, il y a cette pression aussi qui est très saine finalement, qui est en fait la concurrence. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que plusieurs fois il s'est passé des choses horribles, c'est-à-dire tu te fais virer d'un film. Ah oui, ça t'est arrivé? Oui. Ah ouais, ça c'est horrible. C'est dur parce que du coup tu sais que un ami à toi, musicien, va reprendre le film en écoutant ta musique ratée. Ah ouais. Et que en fait on va lui dire tu vois ce qu'il a fait l'autre c'est pas bien, on n'aime pas, donc on compte sur toi, et donc c'est hyper cruel quoi. On en prend un coup au moral et à l'ego. Il y a aussi parfois je me souviens une fois on m'avait demandé de faire une musique de pub, et c'était pour pour Peugeot ou un truc comme ça, et il y avait une des actionnaires qui m'avait dit vous savez, votre musique ne me fait rien.
Sympa. Et donc, voilà, il faut encaisser. Ouais, c'est clair. Mais alors, tu parles des choses qui pourraient être plus liées à, enfin, des problématiques de la cohabitation entre plusieurs compositeurs, mais est-ce qu'il y a aussi de l'aide, par exemple? Est-ce que tu es en contact avec d'autres compositeurs de musique de film et puis vous échangez, et puis tu dis, ah, bah, toi, comment tu abordes ça? Ou est-ce que c'est quand même chacun dans son coin? Non, c'est en gros chacun dans son coin. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas le cercle des compositeurs de musique de Paris Si, et si, en fait, parfois, on se voit dans des soirées et puis on se présente des musiciens. Par exemple, il y a des musiciens incroyables à Paris et un tel va me dire non, mais celui-là, lui, il joue hyper bien, il a un quatuor incroyable, tu devrais vraiment faire la musique avec lui. Ou parfois, on va m'appeler, on va me dire ouais, tu connais pas un super pianiste ou un super violoniste ou je sais pas. Et donc, du coup, voilà, on échange nos contacts. Ouais. Ça reste quand même bon enfant. Mais il y a quand même ce côté concurrence dont tu parlais avant. Ouais, forcément. Saine, mais concurrence quand même. Oui, forcément, ouais. Et puis, là, on parle beaucoup d'aspects techniques ou d'aspects plus généraux. Mais toi, par exemple, quels sont, dans ta musique, est-ce que tu as des influences majeures dans la musique de film, des compositeurs ou compositrices qui t'ont influencé? Oui, bien sûr. Je fais l'effort, parce que je ne le faisais pas avant, d'écouter ce qui se passe autour de moi. Ouais. Et en fait, j'écoute les grands de la musique de film. Par exemple, Bernard Herrmann, par exemple, le fameux compositeur de Hitchcock, qui est un grand maître, un grand maître d'orchestration et de composition. Et voilà, donc j'écoute avec attention son enseignement, que je trouve admirable parce que, en fait, c'est dans les années, je sais pas, c'est années 50, fin des années 40, non, même années 50. Et c'est un peu le début des grands orchestres, tout ça, et de cette orchestration vraiment à la fois très fluide en fait avec l'image. Et lui, ce qu'il fait, c'est assez minimal finalement, mais extrêmement tendu. Il a vraiment innové dans la musique de tension, la musique de ténèbres, d'angoisse, voilà. Et en fait, son discours musical, enfin ses accords, son arrangement en fait est vraiment ultra perfectionné. C'est vraiment un compositeur, digne des plus grands de la musique classique, avec en plus une écriture en fait assez mathématique, mais ultra sensible, avec un orchestre qui joue extrêmement bien et ultra bien conduit. Donc voilà, l'orchestration est incroyable. Ouais. Et puis j'adore Danny Elfman aussi. Ouais. Et là c'est beaucoup plus énorme en fait. C'est vraiment des musiques très, je dirais pas bavardes, mais ultra fournies, avec plein de couches d'arrangement, avec vraiment tout l'orchestre philharmonique qui parle, avec parfois une construction énorme et tout ça. Et puis j'aime bien aussi les modernes comme Hans Zimmer aussi, parce que du coup lui c'est quasiment parfois de la musique électronique. Ouais. Et il est vraiment hyper innové dans la production sonore, c'est-à-dire que sa production des synthés est mélangée avec l'orchestre. Et je pense qu'aussi qu'il manipule aussi beaucoup de samples qu'il a préenregistrés et qu'il a traités après. C'est une approche très produite et très moderne de la musique, quasiment comme un espèce de DJ quoi, ou de producteur électronique de son. Voilà, et puis j'adore Thomas Newman aussi, qui a composé la musique de 1917 et aussi de American Beauty, qui a une écriture très belle, avec une musique souvent très zen en fait, très naturelle, très calme, très respirante, et avec un son ultra beau, avec un gros son fat aussi, une très belle prise de son. Et puis j'aime bien aussi Max Richter, qui a fait la musique de Ad Astra par exemple, notamment. Et là c'est quasiment de la musique ambiante, minimale, ultra basique, avec des accords plutôt simples, mais ultra minimaliste, mais extrêmement bien produit. Donc quand tu écoutes des gens comme ça t'inspire, est-ce que tu te dis ah bah tiens je vais commencer à partir à étudier un tout petit peu plus ça, ou c'est des choses qui vont j'enlève le juste, c'est des choses qui vont nourrir ton oreille, ton cœur, comme tu disais avant? Oui, ça va nourrir mon cœur, mais aussi je vais parfois essayer de les copier maladroitement et rater ma copie.
Et pas. donc, parce qu'il faut rater sa copie. Ouais. Parce que sinon, si tu copies exactement, il n'y a plus de personnalité. Ouais. Et donc, parce que rater sa copie, ça veut dire s'inspirer en mettant un peu de toi dedans. Et donc, j'essaie de faire ça. Et puis, après, de fil en aiguille, d'édit après édit et de refus après refus, ben, il reste quelque chose de survivant qui incorpore parfois vaguement à la fin un son de quelqu'un dont je me suis inspiré. Voilà. Mais je pense que, enfin, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'en fait tu peux pas copier quelqu'un, enfin normalement tu peux pas copier quelqu'un, c'est-à-dire il y a forcément la personne qui va le faire, qui va mettre son âme dedans, donc faut pas être trop, j'essaie de pas trop être parano par rapport à ça, parce que sinon philosophiquement on a, je sais pas, 11 notes originales dans la gamme, voilà, toute musique a été faite, hein, enfin, plus ou moins. Ça, c'est une question philosophique. Enfin, c'est un sujet, on peut remplir des copies doubles d'écriture là-dessus et en discuter pendant des heures. Est-ce que tout a été inventé ou pas? C'est une grande question. Donc, du coup, voilà, si tu penses à ça, c'est extrêmement dur de trouver d'inspiration. Ouais, c'est clair. J'avais... Il y a l'autre jour au téléphone Calogero qui viendra samedi ici faire une discussion comme celle-là aussi. Puis il me confiait, parce qu'il est très amateur de musique de film, et lui alors il me citait deux de ses influences majeures qui sont Ennio Morricone et François de Roubaix. Pour toi aussi? Ouais, François de Roubaix, j'ai adoré, surtout au temps de Moon Safari, à cause du côté un peu guitare, champêtre et l'influence du jazz aussi. Et en fait, François de Roubaix, c'est un peu le premier autodidacte qui a fait du home studio, sauf qu'en fait, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, il y avait des magnétophones. Et François de Roubaix faisait tout seul. Enfin, non, il y avait plein de musiciens qui jouaient avec lui, mais je veux dire, en fait, il était vraiment le compositeur un peu qui enregistrait tout dans son studio, un petit peu avec ses amis, tout ça. Donc c'était, c'est un des premiers comme ça qui a aussi eu une personnalité très forte dans la musique française. Il a régné un peu sur le cinéma de 70 à 75. Il est mort tragiquement dans un accident de plongée. Et donc ça a mis malheureusement fin à sa carrière, mais voilà, c'est quelqu'un de très important. Ouais, puis il utilisait beaucoup de tout ce qui est synthé, Moog et compagnie. Et donc il avait vraiment une... Enfin, je sais qu'il a été samplé par la suite, passablement. Donc c'était un précurseur. Je ne sais pas si beaucoup de gens dans la salle connaissent le nom de François de Roubaix, mais vous connaissez tous Chapi Chapeau, le générique, que je vous suggère de réécouter parce que c'est une vraie tuerie. Le B de Chapi Chapeau, la partie, enfin c'est extraordinaire. Donc c'est vrai que c'est un compositeur sûrement pas assez connu par rapport à ce qu'il a apporté à la musique de film. Il est très culte. Hein. Enfin, en tous les cas, dans le monde des musiciens, il est très apprécié. C'est une référence énorme. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est qu'on parle de musique de film. Tu as vaguement évoqué avant la musique pour les pubs, mais il y a aussi une autre musique dans laquelle on a pu te voir ces derniers temps, c'est la musique de série. Tu as fait une série qui s'appelle Mytho, tu m'as dit que tu en étais une autre série produite par Netflix. Qui s'appelle Les 7 vies de Léa. Voilà. Ça va sortir au mois d'octobre. Est-ce que le processus change par rapport à la composition? Oui, c'est pas pareil parce que du coup là, en fait, on te confie une saison faite de 7 ou 8 ou 9 épisodes. Donc du coup, c'est un peu comme si tu as 7 films à faire. Mais tu peux reprendre en fait les thèmes les uns par rapport aux autres ou les faire évoluer d'épisode en épisode. Donc du coup, il y a ce travail en fait d'évolution de la musique par rapport à l'histoire qui peut se faire et qui est agréable et qui est très artistique. Après, faire la musique de série, c'est très trash, dans le sens où tu as des synchros aussi. Donc en fait, tu te retrouves dans le paradoxe que on met des musiques de synchro, donc des musiques préexistantes, sur des passages spécifiques de la série, et la musique de synchro, en fait, elle est payée très cher. Genre, je me souviens par exemple que j'avais fait une musique pour un documentaire. Et donc j'avais fait toute la musique originale, mais il y avait des synchros dedans, et à un moment il y avait un morceau de Rihanna. Et le morceau de Rihanna, en fait, il y avait 10 secondes de Rihanna, et le budget d'emprunt en fait, pour ce morceau, c'était $500 000. C'est-à-dire, et le documentaire, il valait $500 000 aussi à faire. Donc du coup, ça n'a pas été possible. Mais c'est pour te montrer en fait le budget
en fait, des synchros pour une série. Enfin, pour une série, en général, je sais pas, pour une série moyenne, genre, il va y avoir, par exemple, 300 000 € pour la musique. Et en fait, dans les 300 000 €, il va y avoir, allez, 220 000 € pour les synchros et 80 000 € pour la musique originale. Donc, du coup, quand ils mettent la synchro, ils la mettent à fond. On n'entend que ça. En fait, tu vois, c'est édité, genre, la musique à fond, voilà, c'est la synchro. Et puis toi, ta musique, ben, en fait, elle est parfois un peu cachée, coupée, derrière des dialogues. Donc c'est au niveau de, comment dire, de l'ego, tu vois, il faut déjà comprendre ça. Voilà. Et souvent aussi, parfois, il se trouve, ben, ça c'est horrible, hein, mais c'est le business de la musique, le côté dark. C'est on te dit, ouais, mais là, tu vois, en fait, à ce moment-là, il y a une musique sur une cassette qui passe derrière. Et en fait, ce serait bien quand même que tu inventes une musique à ce moment-là, parce que tu comprends qu'en fait c'est pour économiser de l'argent. Et donc du coup, je sais pas, à ce moment-là, tu fais une musique avec de l'accordéon, tu vois, par exemple. Voilà, donc du coup, on te prend un peu pour un troublion, un espèce de trou vert de la musique, tu vois, on te jette des miettes de budget comme ça. Donc voilà, c'est partie aussi de Mehdi. Donc ça, tu l'as plus retrouvé dans la musique de série que dans la musique de film. Oui, bon après, il y a... Là, je parlais, c'est une caricature dark, très malveillante de faire de la musique de série, mais sinon, ce qui est super, c'est que tu développes aussi... Enfin, souvent, tu développes des thèmes par rapport à des personnages. Genre, il y a un personnage principal, et du coup, quand il revient, il faut une telle musique, une telle mélodie, ou un tel thème qui va revenir et qui va évoluer, parce que au début de la saison, il est plutôt happy, puis à la fin de la saison, il est complètement détruit par la drogue, par exemple. Donc du coup, le thème se détériore aussi. Donc voilà. Ok. On me fait signe qu'on arrive gentiment, mais sûrement au bout. Est-ce qu'il y a des questions que des personnes auraient à poser dans la salle? Ah, il y a des questions. Donc, il va falloir parler dans le micro. Est-ce que juste attendre que les caméras... Voilà, c'est ça. Il me fait signe, c'est bon. Petite seconde. Je vais prendre ça. Bonjour. Bonjour. On m'entend bien. On entend. Vous parliez au début justement de la distinction entre votre musique avec votre groupe personnel dans laquelle vous vous retrouviez énormément, vous mettiez beaucoup de vous, et la musique de film que vous considériez plus comme un travail. Est-ce que vous avez jamais considéré aussi, à l'instar d'un réalisateur ou d'un monteur ou quelqu'un de l'équipe technique qui met une partie de son âme entre guillemets dans le film, justement que composer une musique de film vous permettez aussi de transmettre quelque chose de vous, et du coup de dépasser ce cadre entre guillemets du travail pour en profiter pour apporter quelque chose de plus, votre vision peut-être du film à travers votre musique. Ah oui, bien sûr. Mais en disant que... Enfin, ce que je voulais dire, c'est que le fait d'aborder ça comme un travail fait que ça donne un cadre et que ça empêche de déborder dans un truc trop personnel qui n'est pas raccord avec ce que veut le réal. Et d'ailleurs, du coup, dans ce travail, en fait, il y a aussi la compréhension, beaucoup, de l'autre. C'est-à-dire que le réalisateur ou la personne qui est en charge de la musique communique, et du coup, on doit comprendre sa psychologie. Et donc, du coup, transformer, en fait, sa musique pour, quelque part, lui plaire ou pour que ça fonctionne à l'image. Mais ça, en fait, c'est un exercice, mais tout ça, ce n'est qu'un prétexte pour mettre son âme et ses propres mélodies dans la musique. C'est un prétexte, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, moi, je mets tout ce que je peux de bien. Et quand ça va pas, quand j'aime pas ce que je fais, je le fais pas. Parce que j'ai pas envie de sortir ça et je sens que ça va pas. Donc, en fait, je dis ça, c'est parce que c'est pour comprendre qu'il faut moduler sa propre science de la musique et développer. Parce que quand tu es musicien, tu développes forcément quelque chose qui t'intéresse. Je sais pas, malgré toi, sans s'en rendre compte, on développe ses propres mélodies, sa propre patte, sa propre production sonore.
Et simplement, il faut être prêt à la moduler et l'adapter aux autres. Parce que sinon, sinon on n'y arrive pas, quoi. C'est parce que ça change tellement en fonction des collaborations, en fonction des films. Et la personnalité des réalisateurs aussi change beaucoup. Ils veulent pas du tout la même chose. Il y en a qui en fait sont obsédés par avoir quelque chose de charismatique et donc quelque chose de très dark. Donc du coup, on doit se transformer pour penser à apporter ce côté très, très tiré vers le bas, très tendu en fait de la musique. Et au contraire, d'autres qui veulent quelque chose de forcément léger et atmosphérique. Donc du coup, il faut jamais oublier ce mot atmosphérique, par exemple. Et généralement, en fait, ouais, il y a, enfin, le gros du travail, c'est vraiment de comprendre en fait ce qu'on te demande en fait. Parce que moi, j'ai tendance à être complètement farfelu et à partir dans toutes les directions. Et donc, du coup, c'est un peu comme, tu sais, quand t'es en fac et tu as un devoir à faire et puis que tu as des super idées, mais en fait, tu parles pas t'es hors sujet, en fait. Donc, donc tu vas avoir une mauvaise note à la fin. Et faut un peu recentrer justement son inspiration. Mais par contre, effectivement, moi, je mets tout ce que j'aime dans la musique dedans. Et parfois, en fait, ça arrive même pas. Je propose même pas en fait ce qui ne va pas. Personne ne l'entend. Ça reste dans mon ordinateur et puis voilà. On a une autre question. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà fait de la musique pour documentaire et est-ce que vous pensez qu'il y a une différence avec la fiction? Oui, alors ça dépend quel documentaire. Les documentaires, en fait, le problème des documentaires, c'est que parfois ça part dans toutes les directions. C'est-à-dire que, je sais pas, il peut y avoir, ça peut être dans des époques différentes, ça peut être dans des timings différents, dans des humeurs complètement différentes. Donc c'est encore plus dur parce que du coup, il faut aller encore plus loin. Il faut pouvoir sortir des morceaux carrément de hip-hop et pouvoir en fait faire la musique d'époque qui va être raccord avec l'image. Donc c'est encore plus difficile, quoi. Mais ouais, mais j'en ai fait en fait. J'ai fait une musique pour un documentaire qui s'appelle Le Capital du XXIe siècle, qui est là en fait qui est sur le capitalisme. Donc du coup, ça remonte à 250 ans en arrière jusque en fait dans le futur. Donc du coup, on m'a demandé plein de choses différentes et c'était un exercice hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, on me fait signe que nous arrivons au terme de cette vite. De cette discussion, ouais. Alors, 19h30, Virgin Suicide au Pâté-Flon. Ceux qui, parmi vous, n'y sont pas ce soir auront une coche. Non, allez-y, c'est un film magnifique, très intense. Magnifique musique. Donc, Jean-Benoît, je te remercie mille fois pour tout ce partage, ces informations qui, j'espère, vous auront éclairé sur l'univers de Jean-Benoît Dinkel, en tout cas par rapport à la musique de film, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire par rapport à Jean-Benoît sur plein d'autres domaines. Donc, je vous propose de l'applaudir très chaleureusement et merci beaucoup.